Salut à tous et bienvenue sur Y'a pas que la data, nouvel épisode. Je suis Pierre Vanier, PDG, fondateur de la société Flint, société de conseil, tech, data et IA. Donc on va parler d'IA, on va parler de data, on va parler de tech avec mon acolyte habituel Thomas Memoun, senior data scientist qu'on ne présente plus, qui est toujours au top de sa forme et qui continue à nous épater par tant de sciences, de data science, etc. Donc très content d'être encore avec Thomas. Et aujourd'hui, on accueille Nicolas Turpot, qui est le cofondateur de Soned. Donc, il va nous en dire un petit peu plus, qui est une société. Ça va faire un petit peu le lien avec le dernier podcast qu'on avait fait. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Mais Soned, notamment, il est passé sur, comment on dit, QVEMA, c'est ça, qui veut être mon associé, sur M6. Donc très très cool, téléalarme à base d'IA pour détecter automatiquement les situations de détresse chez les personnes âgées, notamment. Il va nous en dire un petit peu plus. Salut Nicolas. Salut, merci Salut beaucoup de Thomas. m'accueillir ici. Ouais, avec plaisir. On est très content de t'avoir. Et puis du coup, je crois que c'est Thomas qui va démarrer, qui lance les Allez, hostilités. on débute alors, mais salut Pierre, salut Nicolas, ça fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Est-ce que dans un premier temps, tu peux peut-être te présenter, tant sur peut-être le plan académique que professionnel. T'es passé par l'INRIA, t'as fait un PhD, t'es entrepreneur, pas mal de choses à dire je pense. Oui, merci beaucoup. Je suis Nicolas Turpot. Donc maintenant, j'ai une casquette d'entrepreneur. Je fais plus beaucoup de technique à proprement parler. Mais en effet, je viens beaucoup de ce milieu technologique. J'ai fait une école d'ingénieur et en parallèle, j'ai aussi fait un master entrepreneurial dans une école dans l'IAE de Nice. Ensuite, je suis parti dans un doctorat à Nancy, à l'INRIA. Et par complet opportuniste, parce que je savais déjà que je voulais faire de l'entrepreneuriat à l'époque. Et en fait, j'ai choisi un doctorat qui était très appliqué, qui pouvait déjà avoir des petites touches d'entrepreneuriat derrière. Et donc, je suis allé faire de la reconnaissance de son à l'INRIA pendant 3 ans et demi avec deux super encadrants. Et donc après, j'ai naturellement continué sur l'entrepreneuriat et sur un truc qui s'appelle l'INRIA Startup Studio. En fait, ils ont plein de choses qui sont déjà mises en place pour les chercheurs qui veulent devenir entrepreneurs. Donc j'ai été hyper bien accompagné et je le suis toujours assez bien jusque-là. Ok, c'est génial. Est-ce que tu m'autorises à parler 30 secondes de qui veut être mon associé ou tu veux qu'on passe complètement Non, non, il y cette a... partie? Ok. Moi, je t'ai découvert sur M6 sur qui veut être mon associé, donc le premier épisode de 2025. J'ai trouvé la technologie vraiment, d'un point de vue technique, très impressionnante. Et pendant ton échange, les gens se sont vraiment juste arrêtés sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux juste nous dire si ça t'a aidé, déjà d'un point de vue technologique ou d'un point de vue entrepreneurial, de passer sur cette émission? Oui, en gros, cette émission, c'est une énorme vitrine. Et donc c'est une vitrine d'ailleurs qui, moi, je m'attendais à ce qu'elle soit une vitrine grand public de manière générale. Mais en fait, au-delà de ça, il y a quand même pas mal de personnes qui sont des personnes qui travaillent dans des entreprises diverses. Et donc, ça m'a aussi ouvert des portes en B2B que j'avais pas totalement anticipé. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. En plus, nous, on n'est pas sur un projet, on va dire, on n'est pas sur un produit qui va être acheté de façon émotionnelle. On va pas acheter ça le soir même de l'émission comme d'autres de mes petits compatriotes ont pu avoir la chance d'avoir. Mais du coup, nous, ça nous a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de nouvelles opportunités, même sur d'autres types de marchés. Des gens qui nous appellent pour dire mais la technologie, on pourrait l'utiliser pour faire autre chose. Est-ce que ça vous intéresserait de collaborer? Donc non, non, hyper grosse vitrine. C'est assez rare de passer en prime time sur M6. Et donc moi, je recommande à tout le monde d'y aller. Et en plus, les équipes sont géniales là-bas. Donc, Et alors, sympa. du coup, c'est quoi? Dis-nous en plus. Tu nous tiens en haleine là, mais qu'est-ce que c'est que Soned? Donne-nous, refais-nous ton pitch. Imagine que je suis l'archevêque et non, c'est un peu difficile. J'ai plus de barbe blanche que lui quand même. Ouais, non, mon pitch, bon, il a un petit peu changé. Faut dire que l'enregistrement, il a été fait maintenant il y a plus de 6 mois. Hein, et une startup en 6 mois, il y a beaucoup de choses qui changent, c'est Tu logique. m'étonnes. Mais nous, chez Soned, on est les oreilles des objets connectés au service de la sécurité des personnes. Donc bon, ça fait beaucoup de mots, beaucoup d'éléments, mais globalement, on permet à des objets connectés du quotidien de détecter des situations de détresse sonore. Donc là, dans notre cas, on l'applique aux personnes âgées et on va pouvoir détecter quelqu'un qui va appeler à l'aide ou qui va gémir de douleur.
Et ça se fait de façon automatique et globalement, souvent, ce qui est connu, c'est le fameux bracelet ou le fameux collier. Et donc, en fait, ça, globalement, le remplace, c'est complémentaire. En fait, ça permet que dans la maison, si quelqu'un ne porte pas ou n'a pas envie de porter ce genre de dispositif, ça va quand même couvrir une grande surface de la maison et détecter ces situations de détresse. Je parle de la sécurité des personnes et j'ai pas dit, vous remarquerez que j'ai pas dit âgé, parce qu'en fait, déjà, en fait, comme je dis, en 6 mois, une startup, ça évolue et en fait, on est déjà en train d'anticiper le fait que ce ne soit pas appliqué qu'aux personnes âgées. Un cas d'exemple, par exemple, c'est de travailler le travailleur isolé. Et en fait, la protection du travailleur isolé, en fait, les problèmes sont assez proches d'une personne âgée seule chez elle. C'est de détecter une situation de détresse et qu'on le fasse par un dispositif porté, un bouton ou par le son. Au final, c'est- ça ne change pas grand-chose. Enfin, en fait, ça devient... notre pitch maintenant, c'est de dire c'est fou qu'en 2025, vous soyez entouré de 2 objets connectés de façon quasi permanente. Et pour autant, il n'y en a aucun de ces objets connectés qui se déclenche quand vous êtes au sol, que vous appelez à l'aide, que vous gémissez de douleur. Donc nous, Les Sonnette, deux, ça c'est quoi? répond. Le téléphone et... Souvent, c'est le téléphone. Et après, le deuxième, souvent, est plus divers. Ça peut être une télé connectée, ça peut être un radio-réveil, ça peut être une smart speaker, ça peut être une Google Home, ça peut être Mhm. une montre connectée, ça peut Mhm. être une caméra connectée, ça peut être un interphone connecté. Enfin, ça peut être un peu tout ce que vous pouvez imaginer de connecté. Ok. Et il y avait un sujet qui était super intéressant quand tu présentais, je reviens juste sur qui va être mon associé, parce que c'était un point essentiel pour moi, Toi, c'est que Thomas, t'as envie de participer. Je le sens, pas je du le tout, sens, t'as pas envie du d'y aller. tout, c'est qu'en fait, il posait des questions qui étaient business et pas techniques, et moi j'avais le point de vue technique, et je me suis dit, mais pourquoi on s'arrête pas là-dessus? Et tu avais un truc vraiment impressionnant, donc là, toi, tu parlais d'IA, mais pour moi, c'est du machine learning en tant que tel. Tu disais, si jamais il y a une fenêtre temporelle où d'habitude il y a du bruit, là on n'a plus de bruit, ça va créer une alerte. C'est ça ou pas? C'est-à-dire que vous allez apprendre sur le passé, vous allez apprendre de la personne, vous allez comprendre ses habitudes de vie, c'est ça? Ça, oui, ça fait partie des choses qu'on est encore en phase de R&D là-dessus, on est encore en phase de pilote, mais c'est totalement les choses sur lesquelles on sait que c'est entre guillemets assez facile, surtout pour les personnes âgées. Elles ont souvent des habitudes qui sont euh, établies et qui Mhm. sont du coup proches d'une journée à une autre, ou en tout cas d'une semaine à une autre, ou d'un mois à un autre. Et donc après, on va pouvoir détecter des longues périodes de vraiment inactivité inhabituelle pour envoyer une alerte. Et en fait, la chance qu'on a, nous, sur la partie personnes âgées, c'est pour ça aussi qu'on a été là-dessus, c'est qu'il y a une centrale d'appel. En fait, quand il y a une alerte, c'est envoyé à un plateau de téléassistance. Donc, il y a une personne qui vérifie que c'est bien une alerte. Donc, elle appelle la personne âgée. Et ensuite, elle envoie soit la famille, soit les secours. Et en fait, cette levée de doute, nous, ça nous ouvre plein de portes. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de, par exemple, dire, attendez, là, c'est vraiment bizarre, il y a une inactivité inhabituelle. On envoie une alerte. On sait qu'elle a des chances d'être une fausse alerte, mais on préfère envoyer une fausse alerte et détecter toutes les vraies alertes plutôt que de rater des personnes qui auraient vraiment besoin d'aide. Donc, il y a tout un écosystème qui permet ce genre de choses. Du coup, INRIA, master, doctorat en apprentissage profond, donc machine learning, deep learning, etc. Comment ça t'est arrivé, cette idée de fonder cette boîte, de ce produit et est-ce qu'il y a eu une expérience personnelle derrière ou est-ce que, voilà, dis-nous comment ça a germé finalement. Ça, je vais enlever un petit peu peut-être de glamour autour de tout ce qu'on peut faire dans l'entrepreneuriat. Et je suis déjà désolé d'avance pour tous les marketeurs qui vont se manger les doigts. Euh, c'est que nous, chez Soned, en fait, moi, j'ai passé toute ma thèse à réfléchir. Donc, je détectais des sons ambiants en environnement réel domestique. Donc, des chasses d'eau, des robinets, des aspirateurs, des chats, des chiens. Donc, autant vous dire, j'ai écouté je ne sais combien de chasses d'eau. C'est assez cocasse d'ailleurs. Mais tout le temps, j'étais toujours à me dire avec moi qui voulait déjà entreprendre, je à me dire mais à quoi ça sert ce qu'on fait? Et en fait, dans un papier de recherche, on explique ça sert à rendre la maison connectée, ça sert à la sécurité des personnes, etc., etc. Mais derrière, je me disais d'accord, mais qui va vraiment payer pour qu'on reconnaisse ces sons-là et à quoi vraiment ça va servir? Et bon, vu qu'on a quand même une thèse à faire, on n'a pas non plus toute l'énergie possible pour explorer et maturer l'idée, mais j'avais
quand même déjà un peu en tête de dire que je voulais l'appliquer pour aider les personnes, ce fameux sécuriser les personnes. Et après, bah, j'ai proposé à l'INRIA, à la fin, pour l'INRIA Startup Studio, j'ai dit, bah, moi, je pense que ça peut aider les personnes vulnérables. Donc, je dépose un projet qui est faible, hein, enfin, qui est faible, qui est court. Il fait 2-3 pages en expliquant, voilà le problème que je veux résoudre. Et après, le but de l'INRIA Startup Studio, ils appellent ça la maturation de l'idée. Et en fait, moi, je suis parti en me disant, mais moi, je vais avoir 1 an pour explorer le marché. Et donc, en fait, j'ai passé les 3 premiers mois du Startup Studio à appeler des gens. Mais à faire que d'appeler des gens, à aller même dans des parcs pour aller voir des personnes âgées. Quand on va dans un parc à 10h30 ou à 14h30, juste pour info, vous voyez pas mal de personnes âgées. Et du coup, en fait, de parler avec les gens, leur demander quelle était leur situation. Après, forcément, très vite, j'ai été dans des résidences seniors, dans des directions d'EHPAD, etc. pour comprendre OK, quels sont vos enjeux à vous? Et après, dire tout le monde parle de la chute. OK, comment ça se passe une chute? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les gens sont inconscients? Est-ce qu'ils sont conscients? Enfin, en fait, c'était tout un processus que moi, je trouve, enfin, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un process assez proche du processus scientifique. Et j'ai appliqué ça pour dire, OK, il faut qu'on trouve quel problème on craque. Et pour votre information, on est parti en disant qu'on allait faire de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, on n'était même pas du tout sur le sujet qu'on fait aujourd'hui. Donc, le sujet de base, c'était on va détecter les sons de la maison, les douches, les chasses d'eau, les plats, les couverts, le sommeil, etc. Et on va reconnaître les 5 piliers de la perte d'autonomie. Dénutrition, manque d'hygiène, manque de mouvement, isolement, j'en oublie un, perturbation du sommeil. Et donc ça, on disait, mais nous, on est capable de faire ça, et je reste toujours convaincu qu'on peut le faire. Par contre, en fait, en allant voir les mutuelles, comme je vous disais, directeurs de résidence, etc., en fait, qui paye pour ça aujourd'hui et qui est prêt à payer pour ça? Et il y avait un énorme frein marché. Donc, on s'est repositionné sur l'existant, entre guillemets, qui était de dire tout le monde connaît le bouton. Et donc, nous, on a dit avant, vous appuyez avec le doigt, maintenant, vous allez appuyer avec la voix. Et c'est ça qui a un peu lancé le déclenchement chez Sonnet. Et l'objectif, c'était direct. J'ai peut-être pas saisi ce point-là. L'objectif, c'était directement d'aller vers les personnes âgées initialement, ou c'est finalement que les personnes âgées étaient peut-être plus accessibles dans un premier temps? Euh, Il y avait un peu des deux là pour le coup, et ça va revenir un peu à ce que Pierre a dit, c'est qu'il y avait quand même toute une partie émotionnelle et personnelle qui, moi, m'impactait beaucoup. J'avais toujours mes 4 grands-parents à l'époque, je voyais les problèmes que ça engendrait. Et ce que j'ai un peu sauté rapidement, c'est qu'au début de l'INRIA Startup Studio, j'ai même été encore plus loin. Je leur avais demandé, je leur avais donné un projet sur les personnes âgées, et pour autant, je leur ai demandé si je pouvais quand même explorer d'autres marchés. Donc, je suis allé à un salon, par exemple, qui s'appelle Pollutech. euh, pour aller voir. Les gens m'ont parlé de détection de fuite d'eau par le son, on m'a parlé de pollution sonore urbaine, on m'a parlé. Enfin, j'ai exploré d'autres marchés. Et en fait, en décembre 2022, on est là, décembre 2021, pardon, à l'époque, là, en fait, on se dit, bah, faut pas non plus qu'on s'éparpille. Voilà toutes les infos qu'on a. On a fait plein d'entretiens. Faut quand même qu'on fasse un choix. C'est peut-être pas le bon, mais voilà les infos. Et donc, il y avait quand même un choix qui était aussi émotionnel de, bah, moi, ça m'intéressait vraiment de travailler sur ces sujets-là. Et je savais que ça pouvait avoir un impact même assez proche de moi, dans mon entourage. Donc forcément, et donc c'est aussi pour ça que j'ai amené mon papy après sur qui va être mon associé pour faire une petite démonstration, parce que depuis le début, ça fait partie des gens qui me soutiennent. Donc forcément, ça joue. Après, hyper dur de prendre du recul sur qu'est-ce qui a vraiment fait la décision et le choix, parce que bon, on fait des choix tous les jours et choisir, c'est renoncer en fait. Non, c'est hyper intéressant. Et je voulais juste revenir sur la partie doctorat. C'est toujours un sujet qui m'a intéressé. C'est quand tu as débuté ce PhD, t'as pas eu peur que des choses se créent pendant que toi, tu étais en train d'étudier? Tellement les choses vont vite. Bah non, en fait, moi au contraire, moi, c'était, en fait, je suis un énorme partisan c'est grâce à une communauté énorme qu'on va réussir à construire des choses. Et donc moi, j'attendais que ça, en fait, qu'on vienne me dire, mais voilà, il y a plein de boîtes qui sont en train de se créer et qui sont en train de se faire sur la détection de son, qui résout tel, 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 tel et tel problème. Parce que moi, en plus, avec mon esprit entrepreneurial, je voyais directement le mot opportunité. Et donc rien ne m'empêchait. Je disais que je veux entreprendre, mais si moi on me disait, mais nous, ok, les gars, on est deux dans la boîte, on vient de lancer un truc, mais on serait toujours ouvert à ce que quelqu'un rejoigne l'aventure. Mais même en plus, en tant que salarié plus plus au début, j'aurais pu dire oui en fait. C'est ça qui est assez. Je suis plus sur la cause en réalité, sur à quel point ça a un impact sur la société de manière générale, plutôt que de dire que je veux tout faire tout seul
et que c'est forcément moi qui vais faire le truc. En fait, j'ai pas la réponse de ce qui va marcher ou pas. Je sais pas ce que les gens veulent forcément au début quand je commence. Donc, si les gens ont déjà fait une énorme étude de marché et ils savent que détecter tel son, c'est le truc à faire, ah, mais avec grand plaisir. Et, et j'ai aussi pas peur parce que je collabore déjà avec des énormes groupes. Pendant ma thèse, j'ai collaboré avec Google sur un papier de recherche. J'ai collaboré avec Adobe pour l'organisation d'un challenge international et avec Audio Analytics, qui est une boîte qui a été rachetée par Meta. Et donc, en fait, tous ces points de vue et en fait, les R&D de ces grosses boîtes me montraient que il y avait des choses à faire, en fait, des opportunités, il y en avait beaucoup, beaucoup. Le domaine de recherche chez nous en détection de son ambiant, euh, il arrive vraiment plus tard que la détection de la parole. En 2016, c'est vraiment là où on a une communauté qui s'appelle le D-Case qui se met vraiment en œuvre. Donc, on a une communauté de chercheurs mondiaux, que ce soit académique ou industriel. On est à peu près 500, je dirais, dans le monde. Et du coup, le fait de voir que moi, je suis en 2018 et je m'implique beaucoup dans cette organisation mondiale qui a vraiment commencé à beaucoup faire parler d'elle entre 2013 et 2016, et bah, je me dis, oh, mais super, c'est-à-dire que là, c'est le bon moment pour être dedans. Donc, j'étais toujours hyper content du timing qui qui semblait bon, en fait, par rapport à moi, mes choix de carrière. Ok, top. C'est très très clair. Après, Et Thomas, ça allait quand même un petit peu moins vite à l'époque, tu vois, entre 2016 et 2020 que ce que ça va aujourd'hui, je pense, non? Bonne question. c'est, je dirais oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui encore, par exemple, sur Soned, euh, j'arrête de dire qu'on fait de l'intelligence artificielle, parce que si je dis aux gens que je fais de l'intelligence artificielle, ils me demandent quel modèle j'utilise. Mistral, ChatGPT, etc. Ah, bien Et, sûr. euh, et en fait, on sous-estime le fait que bah, le machine learning, enfin, le deep learning en tant que tel, il y a plein de domaines pour lesquels il y a des applications qui sortent aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans qu'on a prouvé que ça marchait et qu'on pouvait le faire. Euh, il y a juste eu un peu la hype du grand public, mais je pense pas que ça aille vraiment plus vite en recherche, en R&D. Par contre, ça va plus vite aujourd'hui à créer des applications. Donc, par exemple, moi, dans mon domaine de recherche, en 2018, c'était quand même vraiment pas prêt, la tech, pour être capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, le temps de la recherche, on a un nombre de chercheurs limité. J'adorais Luc Julia qui expliquait ça, dire faut voir ça comme des barres, vraiment, c'est pas continu. Et donc, du coup, on dit bah, on a un nombre de chercheurs limité, c'est à nous de décider sur quoi on veut qu'ils travaillent. Et si on veut tous qu'ils travaillent sur un robot qui discute avec nous tous les jours, bon, bah, faut accepter qu'on va pas travailler sur autre chose. Et bon, la chance qu'on a, c'est qu'il y a des chercheurs qui travaillent un peu sur tout. Et le moins on a de chercheurs, et le plus ça va lentement. Et le plus on a de chercheurs, le plus ça va vite. D'où le fait qu'aujourd'hui, les gros les large language models aujourd'hui, ils avancent très très vite, mais parce que aussi derrière, on a mis beaucoup beaucoup de gens, on a mis beaucoup de moyens financiers. Je connais d'autres domaines de recherche que je trouve extraordinaires et qui avancent pas aussi vite, hein, je vous assure. financièrement, c'est sûr qu'on peut difficilement faire mieux que les LLM en ce moment. Et avant d'arriver sur la conception de l'objet en tant que tel, parce que ça serait bien qu'on parle de l'hardware, euh, les tests utilisateurs, tu les fais avec ces personnes avec qui tu as fait ton analyse de marché ou pas du tout? Euh, oui et non. Quand on parle de Ouais. ces personnes, c'est les personnes âgées, par exemple. Ouais, que tu as rencontré, je sais pas, dans les parcs ou ce genre de choses. Est-ce que tu vas tester avec eux finalement le produit quand tu le fais évoluer? Non, parce que j'utilise beaucoup un retour qui était un peu comme le livre là, qui est extraordinaire, qui s'appelle The Mom Test. Euh, C'était qu'en gros, moi, je vais voir les personnes dans les parcs. Il y en a certaines avec qui je repars. Je leur ai posé plein de questions, hein, mais j'y étais petit à petit. Bonjour, comment allez-vous, etc. Bah, vous faites quoi? Vous faites des activités à côté, etc. Et après, on se dit, mais ça vous est déjà arrivé, tweeter, vos enfants, ils habitent où, etc. Et il y en a certaines avec qui je repars, elles savent même pas que je fais Soned. Elles savent même pas vraiment qui je suis et j'ai pas récupéré leurs coordonnées plus que ça. Mais moi, ça me va très bien parce que je cherche à vraiment comprendre les gens et comprendre le marché. Bon, comme je dis encore, hein, il y en a peut-être, il y a des marketeurs qui vont être fous en se disant, mais what, il a pas récupéré leurs coordonnées. Bon, aujourd'hui, je me dirais, j'étais peut-être pas très malin. Mais non, en fait, derrière, les tests utilisateurs, on les a beaucoup faits grâce aux résidences seniors et les résidences autonomie. Euh, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est privée et l'autre qui est publique. Et les deux, c'est des résidences, pour être très clair, pour les gens qui nous écouteraient, c'est des personnes qui sont autonomes, qui vivent là-bas.
c'est très différent de l'EHPAD où il y a des soins infirmiers, des soins médicaux qui sont mis. Donc, c'est très proche de gens qui habitent en appartement de manière classique. Bon, par contre, vous avez accès directement à 40, 50 personnes. Donc, ça va forcément beaucoup plus vite. Donc, on s'est basé sur des gens de l'écosystème pour le faire, les tests utilisateurs beaucoup. Donc du coup, votre dispositif, il est à la fois fait de software, mais il est quand même aussi fait d'une bonne partie de hardware. Ce qu'on dit dans le domaine des startups et de l'entrepreneuriat, c'est que monter une startup qui fait un SaaS et qui fait que du software, c'est quelque chose. Monter une startup qui intègre du logiciel dans du hardware, avec du hardware, c'est encore autre chose. Tu peux nous en parler, ça, justement, déjà de la partie hardware, et puis ensuite, comment vous avez abordé et comment vous abordez ces problématiques, parce que voilà, le hardware, il y a du design, il y a la conception, il y a de l'approvisionnement, il y a du stockage, il y a des malfaçons, il y a tout un tas de choses autour qui sont très complexes. Bah, Très bonne question. Euh, on est parti de hyper loin, sachant que c'est pas du tout mon domaine, le hardware. Et donc ça crée un biais énorme qui fait qu'on a pris, je pense, beaucoup de temps et perdu beaucoup d'énergie. Pour moi, le hardware, je le vois comme nécessaire, indispensable pour notre application, mais il a été nécessaire qu'on en fasse, mais ça n'a jamais été le but. Et même si on me demandait au tout début de Sonnet, j'ai toujours dit que moi, je voulais pas faire de hardware, j'aurais aimé avoir un truc sur étagère. Le problème, c'est qu'on n'en trouvait pas, enfin, on n'a pas trouvé à l'époque. C'était compliqué, il y avait beaucoup de contraintes. Et donc, nous, on s'est dit assez naturellement, bon, si on veut montrer que ce qu'on fait, c'est utile et que ça marche, on va faire du hardware. Donc, comme tout le monde, on a pris un Raspberry Pi, on l'a mis dans une boîte et on a toujours voulu dire que on avait beaucoup maturé l'idée de, on est persuadé qu'une prise connectée, ça fera la différence. Parce qu'une prise, c'est facile, vous la prenez, vous la branchez, on oublie qu'elle est là, voilà, vous êtes protégé, vous appelez à l'aide, ça fonctionne. Donc c'était, moi je suis aidant, je me dis, c'est hyper facile, je vais mettre là-bas, tant qu'on c'est pas stigmatisant, ça se voit pas trop, c'est cool. Bon, je dis ça, mais on est parti avec un boîtier qui était gros comme ça, parce que la vraie Raspberry Pi était comme ça. On avait rajouté un micro, une petite antenne, enfin bon bref, il y a même il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire sur cette Raspberry Pi. Donc après, très vite, on s'est dit, ok, on a besoin d'aide. Donc on a été voir des gens qui font du hardware, qui étaient autour de chez nous, ici à Rennes. Et les industriels nous donnaient tous des prix qui étaient assez importants. En fait, disons, on peut vous accompagner. Donc voilà, on va mettre un ingénieur hardware dessus, on va définir votre problème, on va créer ça, on va faire des prototypes, donc vous en aurez 2 ou 3, puis après on pourra lancer une série. Et en fait, ce que je me suis beaucoup confronté, c'est de me dire, ah non, je crois que vous n'avez pas compris. Euh, Moi, il me faudrait, je sais pas, entre 30 et 50 dispositifs, mais s'il marche pas toujours, c'est pas grave. Moi, je veux montrer que ça marche ce que je fais. Mais là, vu la roadmap que vous me donnez, en avoir 2 dans 3 mois, euh, non, pas trop. Puis le fait de dire, bah, on en aura 50 dans 6 mois, 6 mois, c'est pareil, c'est long. Et vu les prix que vous me donnez en tant qu'ingénierie hardware, conception, etc., waouh, mais en fait, je suis pas sûr que ça va marcher. Donc là, on a eu de la chance, on a eu une startup qui était à côté à Alès, qui elle faisait un projet hardware. Je l'ai rencontrée à Vivatech, complètement par hasard. On parle de nos projets. Et elle dit, bah, moi, j'ai pris un stagiaire. C'était quelqu'un qui venait de Chine, qui parle hyper bien français. Il m'a fait toute ma conception hardware. Et du coup, il travaille directement en direct avec des usines chinoises. Et comme ça, c'est pas du tout viable à long terme. Tu peux pas faire de l'industrialisation comme ça. Mais il m'a fait une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de prototypes comme ça, en direct, à vraiment pas cher. Et donc après, elle l'avait gardé un peu en freelance après son projet. Et donc moi, j'ai dit, bah ok. Et elle me dit, je pense qu'il a de la bande passante. Et donc je le fais avec lui. Et là, ça nous coûte franchement vraiment pas cher en tout et pour tout pour Mais ça veut avoir dire c'est quoi? 30 C'est parce que c'était un stagiaire chinois qui faisait ses études Ouais, et qui ensuite est reparti, qui avait des contacts en Chine, et donc du coup, en fait, finalement, quelque part, c'est délocaliser le truc. c'est exactement ça. Sauf que du coup, ce qui est dingue, c'est que lui disait bah moi je suis pas très employable en Chine. Alors que nous en France, on le regardait avec des étoiles dans les yeux en disant mais à 10 000 euros, il peut nous faire 30 prototypes de A à Z, la carte électronique, le PCB, etc. Enfin, en fait, il nous faisait tout.
en un temps Mais record. genre pas tout seul en fait, avec... Mais en fait, tout seul, parce que derrière, là-bas, il nous explique que lui, il envoie en fait toute la conception qu'il fait sur son logiciel, il l'envoie à une industrie chinoise qui du coup fait tout le prototype. Elle lui envoie d'abord une première carte électronique que lui, il teste dans son appartement. Et après, il dit, OK, bah, c'est bon, du coup, on veut bien ça 30 fois. Mais du coup, il fait donc c'est pas hyper bien testé par des bancs de tests, c'est pas ci, Ouais, c'est c'est pas un peu ça, mais Le Alibaba de la carte électronique et de la conception hardware, quoi. c'est exactement ça, sauf que c'est sous-estimé à quel point une startup qui veut faire du hardware, elle a besoin de ça. Enfin, quand on parle de fake it until you make it, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on veut pas dire, on veut pas juste faire une presse, on veut dire, regardez, nous on a un produit, il marche. Et une fois que les gens ils ont dit, ok, super, nous on veut ça en 1000 exemplaires, là on se pose la question de dire, ok, bon, alors là on va jamais pouvoir faire ça comme ça. Comment on fait un processus qui est bien, qui est clair et pour lequel on est prêt à investir de l'argent. Mais au tout début, si on nous dit, ah bah non, là, c'est pas bien, il faudrait rajouter tel composant électronique. Ah bah, on est très content d'avoir fait le Alibaba du hardware, hein, parce qu'au moins, changer un composant, bah, ça se trouve, on le fait à la main, ou alors on redemande, mais ça ne nous coûte pas cher. Et l'itération, en fait, elle ne coûte pas très cher. Parce que c'est ça qui est dur en hardware, c'est que les itérations coûtent très, 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 très cher. Entre le moment où tu as fait la rencontre à Vivatech et le moment où tu as ton premier proto que tu te sens capable de présenter, il se passe combien de temps? Euh, Bonne question. Parce qu'avant ça, on a une espèce de grosse boîte là, blanche que j'explique avec notre Raspberry Ouais, Pi. ouais, tout à fait. Vivatech, ça se passe en juin et en janvier ou en décembre. En décembre, je crois qu'on a déjà enfin, on a déjà plusieurs prototypes de prise et je crois que les 30, ils nous les livrent vraiment en janvier. Sachant que moi, le gars, je discute avec lui, je pense, dans l'été, donc on se lance vraiment à faire ça en septembre. Et en fait, en septembre, on commence et en janvier, on a un prototype, sachant que nous, de notre côté, on avançait aussi sur le software, donc on n'aurait pas été beaucoup plus vite. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'il était tout seul, quoi. Enfin, il n'y avait pas un ingé hardware, un ingé fonctionnel, un ingé. Enfin, c'est ça Non, qui c'est nous a gagné impressionnant. beaucoup de temps et d'argent. Ouais, et hyper solide. Enfin, euh, lui, il avait Moi, à je trouve. preuve de montrer ce qu'il était capable de faire. De ce que j'ai compris, il le referait pas forcément parce que là, maintenant, il a eu des grosses opportunités dans des très grosses boîtes chinoises. Mais, euh, mais nous, c'était le bon moment. En fait, pour tout le monde, c'était le meilleur moment. Ouais, du coup, tu itères hyper vite, tu as ton produit entre les mains, tu le valides par la communauté, disons très largement la communauté, et après tu es capable de revenir en France, enfin sur des industries en France et dire voilà ce qu'on a, est-ce que vous pouvez faire ça à plus grosse échelle, mieux tester, mieux Et tester. du coup, c'est ça. Et ce qui va répondre un peu à ce qu'on a pu un peu discuter avant, c'était on a notre projet là, on a notre dispositif, et moi du coup je vais au salon des services à la personne ou au salon pour les personnes âgées, salon des seniors, avec ce dispositif là. J'y vais, je prends un stand et je dis, nous on a une prise connectée, et là on y va à fond. En disant, vous la branchez, ça fonctionne, ça étudie les sons. Et en fait à ce moment-là, grâce à ça, en fait, on attire les gens que nous, avec qui on voulait déjà travailler, soit des partenaires hardware, soit des téléassisteurs, donc les gens qui vendent aux personnes âgées, viennent nous voir en disant, mais nous, on veut vendre ce produit. Comment on fait on va collaborer ensemble en fait. Nous, on va vendre ce produit aux personnes âgées, c'est pas votre job. Bah non, c'est pas notre job. On n'a pas pour but de faire une boîte B2C. Donc parfait. Et le fait d'avoir eu beaucoup d'entrants ici, et bah, dans ces entrants, il y en a qui nous ont dit, mais vous voulez vraiment faire votre prise? Parce que nous, on a du matériel. Par exemple, bah, on se base sur des tablettes ou des choses comme ça. Et vous pourriez intégrer probablement votre intelligence artificielle là-dessus. Et là, en fait, ça reboucle. Quand on nous dit ça, ça reboucle à une discussion que j'ai à ce même Vivatech avec cette fille qui fait une startup à Alès. C'est que du coup, je rencontre le directeur du Fab Lab de Centrale Supélec, je crois. Je crois que c'était ça son rôle. Et il me dit, Nicolas, si tu veux faire du hardware, base-toi, tous tes prototypes, toutes tes premières versions, base-toi sur du hardware grand public. Hyper important, parce que aujourd'hui, une tablette, un téléphone, ça coûte pas cher du tout, c'est industriel, tu peux en acheter 1000, tu peux en acheter 10 000. Et après, tu fais de l'économie d'échelle, si tu veux faire un produit particulier, tu le fais, mais fais ça. J'avais jamais compris comment, parce que je m'étais dit, mais moi, un téléphone dans la poche, le micro, ça fait chut, comme ça. Une tablette, il n'y aura pas de batterie, etc. En fait, on voit directement les limitations. Et en fait, quand ces téléassisteurs viennent me voir avec leur centrale de téléassistance
et qu'en fait, c'est une tablette qui est branchée H24. Quand on la débranche, elle dit attention, je suis débranché. Et du coup, en fait, elle parle, elle dit mais non, il faut me rebrancher absolument. Je me dis waouh, mais en fait, pourquoi j'ai pas fait ça? Enfin, c'est clairement la bonne idée, la bonne approche. Et donc là, pour continuer mes tests, en parallèle de discuter avec ce téléassisteur, bah, je demande à toutes les résidences, tous les gens avec qui je suis déjà, de dire en fait, plutôt que le boîtier, ce que j'ai pas mentionné, c'est que dans nos 30 boîtiers, il y en a que 20 qui sont vraiment fonctionnels. Bon, on a la qualité qu'on mérite, on va dire. Euh, et du coup, je leur dis, vous voulez pas qu'on mette sur des tablettes plutôt? Et à ma grande surprise, ils disent, pas de problème. Et donc là, on se dit, ah, mais en plus, le hardware, c'est pas le fond du problème. Et donc, génial. Mais tu réponds à un vrai besoin aussi derrière ça. Je t'en parle pas du tout de ça, mais tu les aides profondément, non? Ah bah oui, en fait, c'est ça le cœur, c'est qu'ils nous demandent est-ce qu'on peut parler au travers du dispositif, par exemple. Aujourd'hui, un bracelet, c'est rare qu'on puisse on puisse parler, qu'il y ait le haut-parleur, qu'on puisse communiquer. Le fait que bah, ils voient très bien que les gens portent pas les bracelets. Enfin, en effet, d'ailleurs, quand je parle de ce salon, c'est eux qui viennent à moi. Enfin, les résidences, il y a des résidences avec qui on travaille, c'est elles qui viennent à moi à dire ah mais ça serait super pour ma résidence. Donc, la chance que j'ai depuis le début avec mon projet, c'est que j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi. Je fais pas d'outbound globalement, à part venir montrer ma tête et faire des petits trucs sur des salons. Mais ça reste que globalement, par rapport à plein d'autres startups que je vois autour de moi, on fait pas beaucoup de prospection. Tu fais On a de aussi la chance quelques que les gens. podcasts internationaux et très importants. Exactement. Mais en fait, du coup, c'est ça. Mais je prends le temps de faire des choses où je me dis, on va en parler de moi un peu comme ça, mais je me dis pas, ok, je vais travailler avec telle boîte, telle boîte, telle boîte. Allez, comment j'y vais? J'appelle tout le monde, j'essaie de rentrer chez eux. Je fais pas ce vrai aspect. Bah, enfin, un podcast pour moi, c'est complètement de l'inbound, hein, donc on est toujours dans ma stratégie de je cherche à attirer le plus grand nombre et la chance qu'on a, c'est que ça marche. Donc en effet, on doit répondre à un vrai problème. Moi, j'en suis convaincu. J'ai parlé à beaucoup de gens, mais je suppose que oui. Je trouve qu'il y a un point qui est super intéressant, c'est qu'au début, enfin, on débute le podcast, tu dis que tu fais un PhD, tu fais de la deep tech et ce genre de choses. Et à mesure que l'on avance là dans l'épisode, on se rend compte que ton rôle, il a complètement shifté pour presque ne plus faire de la tech niveau software et du machine learning, mais t'es dans tout ce qui est tu règles les problèmes, il faut que tu fasses un hardware, mais en fait, tu n'as jamais fait ça auparavant, il faut que tu trouves les bons contacts. Là, tu es en train de faire, je sais pas, c'est du marketing, c'est du business, on utilise le terme que vous voulez, j'en sais rien. Ça te demande pas un petit peu là de faire de la technique? Non, parce que j'ai jamais été le gars qui était le plus intéressé à coder. Et je pense pas que je suis le meilleur à coder quelque chose. Par contre, j'ai toujours été passionné de discuter d'un problème et d'essayer de trouver une solution au problème. J'ai parlé. Pour moi, en fait, monter une boîte, c'est assez proche d'un processus scientifique. Et surtout, la chance que j'ai, c'est on est encore une petite équipe. Donc là, on est 5. Et en fait, moi, je suis un peu l'expert de deep learning de l'équipe. Et donc, en gros, il y a un de nos ingés en intelligence artificielle a aussi un doctorat sur la localisation de son. Donc, c'est lui qui code toute la partie intelligence artificielle, c'est lui qui fait les expérimentations. Mais en fait, on prend toujours 2 heures par semaine pour, bah, on analyse les résultats ensemble, on voit ce qu'on peut améliorer, on donne de nouvelles idées. Lui, il vient avec des nouvelles, des idées de l'état de l'art, etc. Mais en fait, je suis toujours la main un peu dedans, comme un encadrant peut l'être de recherche. Il code jamais, en fait, un encadrant de recherche, un chercheur, il fait jamais la solution, c'est toujours les doctorants qui le font, et pour autant, ils ont un recul sur la solution, ils arrivent à trouver, à donner des nouvelles perspectives, même à donner des nouvelles idées, parce qu'ils sont toujours immergés dans le problème. Donc moi, j'adore ce poste-là, je l'avais déjà toujours dit, de dire que je pense que j'aurais aimé euh, faire en fait, avoir ce rôle un peu qu'on peut avoir dans le domaine de la recherche. Par contre, pour moi, ce que je trouve très dur, c'est qu'en recherche, il aurait fallu que je passe des années à prouver ma valeur, à faire des post-docs, etc., avant de vraiment avoir ce poste-là. Et en entrepreneuriat, bah, on peut aller même encore plus loin et vraiment montrer la valeur qu'on a pour les personnes, être très concret, aller jusqu'à vendre un produit et à dire, bah voilà, moi, si demain, il y a des dizaines de millions de personnes qui ont accès à une solution comme la mienne, c'est gagné. Et en plus, pire que ça, c'est que s'il y a des dizaines ou des centaines de millions qui ont accès à cette technologie et qu'elle n'est pas forcément faite par moi, elle est aussi faite par d'autres gens, j'aurais aussi gagné. C'est-à-dire qu'on a sorti cette techno de notre communauté de recherche, de nos labos de recherche, on a montré ce qu'on est capable de faire et on va se battre pour que ce soit nous qui le fassions. Forcément, on est entrepreneur, on a envie que ce soit nous, mais c'est pas la seule motivation. Moi, c'est pour ça que je suis toujours OK pour collaborer avec des grands noms en disant, mais
si avec vous, vous dites qu'on va vraiment déployer les choses et on va vraiment aller jusqu'au bout et qu'on va vraiment donner ça dans les mains des gens et ça va changer la vie des gens, extraordinaire. Je vois pas comment je peux tout faire tout seul de toute façon. Ça me fait penser, ton dispositif finalement, il aurait aussi pu servir pour des questions ça va peut-être vous faire sourire, hein, mais de renseignements type des écoutes, tout ce qui est espionnage, et ensuite, plus proche de nous, tout ce qui est aussi dispositif personal assistant, comme le Rabbit Air One, comme toutes ces devices qu'on voit apparaître. Il y en a une qui s'appelle Friend aussi, où en fait, aujourd'hui, ces devices, c'est à peu près finalement un peu comme votre device, sauf que derrière, il y a aussi de l'IA, des LLM et des choses comme ça, et une notion d'enregistrement, etc. etc. C'est des choses auxquelles aussi tu as pensé, tu penses, qui t'intéressent moins. C'est des choses auxquelles on a forcément pensé, c'est même des choses pour lesquelles on nous a demandé des choses. Euh, Même dans ma thèse, quand on parle de sécurité, c'est des sujets qu'on avait pu avoir avec mon encadrant par rapport à des opportunités. Moi, là-dessus, j'ai un parti pris, enfin, j'ai un point de vue, c'est que l'avantage de faire de l'entrepreneuriat, c'est qu'on travaille pour nos propres valeurs. J'ai cité des énormes géants américains au début. Bon, vous vous doutez bien que quand on collabore avec eux, en réalité, j'ai pas mal de mes petits collègues qui travaillent pour des géants américains comme eux. Ça attire des profils comme les nôtres. Et donc, on n'est pas très malin à se lancer dans l'entrepreneuriat. On sait que globalement, on aura un niveau de vie personnel qui sera moins intéressant. On aura plein de choses qui vont être compliquées. On va devoir se relever les manches et être tous les jours un peu à se motiver. Mais par contre, c'est un vrai avantage, c'est qu'on le fait avec nos propres valeurs. Et moi, depuis le début, je veux prouver qu'on peut faire de l'IA en respectant de la vie privée. Et ça, c'est un de mes gros combats. Et le deuxième, c'est d'avoir un impact positif dans la société. Bon, ça, je pense que depuis le début du podcast, vous avez compris. Mais ce côté IRA en respectant la vie privée, pour moi, c'est un truc qui me suit depuis longtemps. Et je serais pas prêt à le mettre de côté. Et donc, depuis 2 ans que là, qu'on a créé Soned, mais même 3 ans depuis que je commençais Soned, il y a plein de gens qui m'avaient dit, mais si on le fait sur Internet, ça ira beaucoup plus vite. Oui. Et si on le fait en embarqué, les gens paieront pas plus cher. Je suis pas sûr. Et donc en fait, on s'était mis cette contrainte de faire de l'embarqué et on n'envoie aucun son en dehors du dispositif. Et ce qui est marrant, c'est que là, j'arrive à un stade depuis 2 3 mois où la donne change. En fait, les gens viennent me voir parce que c'est en embarqué. Et pour moi, ça, c'est un énorme succès de me dire, mais j'ai bien fait depuis le début à dire non, non, je vais pas renier mes valeurs, je vais tout de suite mettre de l'argent, de la R&D à faire de l'embarqué. C'est long, c'est fastidieux, mais je suis sûr qu'à un moment ou à un Quand autre, tu les dis gens faire de comprendront. l'embarqué, Nicolas, excuse-moi, ça veut dire qu'en fait tout le traitement et tout le process se passe sur le device et va Exactement. pas et pas envoyé dans le cloud sur un serveur externe, quoi. Exactement. Mais comment vous vous mettez à... Alors, pour moi, j'allais poser la même question, mais comment vous vous mettez à jour si vous faites évoluer la solution Comment ça se passe? C'est pas parce que on n'a pas d'envoi audio sur le cloud que l'objet est pas connecté. C'est pour ça qu'on parle Hmm. d'objet connecté. Tu peux Mais quand en même fait, faire des mises à jour OTA, c'est ça, over the air, c'est ça, OTA, enfin oui, mise enfin, à là, jour, j'avoue que c'est mise à c'est jour mon par, CTO par qui gère internet tout en ça. fait. Ouais, mise à jour par Ouais, internet. c'est ça. Mm. Bah là, c'est Et là-dessus où mon CTO, c'est lui qui est hyper bon là-dessus. Et en fait, on fait des mises à jour. Là, on a une espèce de plateforme où on peut pousser un nouveau modèle. Mais par contre, le modèle, il envoie jamais de. Lui, il a pas besoin. Enfin, il tourne pas sur Internet en fait. Donc le modèle tourne en embarqué. Euh, mais on peut toujours discuter avec le matériel. Mais après, il faut aussi vous dire, quand on fait une mise à jour, c'est quelques mégas. Envoyer du son en continu, chaque jour, ça va plutôt être plusieurs centaines de mégas ou gigas. Et donc, même les volumes de transfert sont pas du tout les mêmes. Donc, moi, je reste persuadé que même pour la planète, pour l'environnement, enfin, c'était aussi un de mes combats de dire si on fait, si on s'oblige à faire de l'embarqué, on sera obligé de faire un tout petit modèle. Et donc, forcément, il sera mieux pour la planète. Et en plus, quand on fait ça, on n'envoie pas les données en continu. Donc, encore mieux pour la planète. Et le best du best, c'est si on n'a pas besoin de créer un hardware supplémentaire, comme ça on intègre du hardware existant, et là, superbe, Eureka. Et donc là, on commence à arriver vers là. Donc là, moi, je suis ultra content et je suis ultra motivé. Mais en fait, pour moi, quand on fait ça, là, on se dit superbe. En fait, notre impact, il est minime pour un impact sociétal, à l'inverse, qui est hyper important. Minimum footprint. Mm. C'est ça.
Et par contre, j'avais deux autres questions. C'était sur le système embarqué. Est-ce que vous avez été limité en termes de software? Est-ce que vous avez dû revoir à la baisse votre modèle, machine learning, deep learning ou quoi que ce soit, puisque vous aviez un petit appareil où vous n'avez jamais été bloqué? Si, et c'est là où c'est la puissance, enfin, on a dû revoir à la baisse, mais c'est là où c'est la puissance d'une communauté de recherche. C'est que dites-vous que en 2020 peut-être, 19, bon, je dis peut-être des bêtises à revérifier, mais en tout cas dans la communauté de recherche d'eCase, on donnait des challenges. Donc moi j'en organisais un au niveau mondial, c'était la reconnaissance de son ambiant domestique en environnement réel. Et donc là avec mon encadrant, on organisait ça avec d'autres personnes. Il y en a un autre qui s'est focalisé sur la détection de scènes acoustiques, donc savoir si vous êtes dans une cuisine, dans un métro, en intérieur, dehors par exemple. Donc ça, c'est un problème qu'on estime plus facile, mais dans ce problème, ils avaient donné une contrainte de taille de modèle. Ils avaient donné une contrainte de dire, OK, on voudrait que ça tourne sur tel petit microprocesseur. Et donc l'avantage de ça, c'est que forcément, on est aussi sur du traitement de son, des modèles qui sont forcément pas si loin, vous en doutez. Le fait qu'ils aient déjà dégrossi une énorme partie du problème pour ce problème-là, bah, nous, on pouvait en récupérer toute une partie pour notre problème à nous. Et en parallèle de ça, il y a plein de gens qui avancent sur l'IA embarquée. Donc on a plein de nouvelles boîtes, labos de recherche, start-up et tout, même des choses open source qui permettent maintenant, bah, on donne un modèle de deep learning, on essaie de le compresser, de distiller, faire du pruning. Voilà, je rentre dans des détails techniques, mais en gros, de faire plein d'étapes de façon automatique pour ressortir un modèle qui est tout petit. Donc les deux en parallèle, repareil, moi je me dis, ok, c'était le bon moment en fait finalement pour lancer une application comme la nôtre. Ouais, c'est un point intéressant. Et si vous n'envoyez pas la donnée, comment vous faites pour l'améliorer? Sans partager sur le cloud, sans revendre à des tiers et tout ça, mais pour vous en tant qu'entreprise, euh, comment vous faites pour consommer? Consommer, c'est mal dit, j'ai l'impression, mais faire un feedback loop. Faire un feedback loop. Ouais. Bah, ça, en fait, j'adore cette question parce que ça, c'est un des vrais trucs que j'essaye d'inculquer. Même, je fais de temps en temps des interventions pour du machine learning dans des écoles. Et en fait, j'explique qu'il n'y a rien qui est noir ou blanc et il n'y a rien qui est on ou off. Donc, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle les expérimentations. Dans ces cadres expérimentaux, dans lesquels ils sont bordés, on a récupéré le consentement des gens, on a été expliqué aux personnes ce qu'on allait récupérer comme données, ce qu'on n'allait pas récupérer, etc. Là, on récupère des données audio. Et là, on définit, OK, grâce à ça, on va pouvoir améliorer notre système de deep learning. Et ça, on a commencé du coup depuis, ça fait plus d'un an, enfin ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a ces phases expérimentales. Et ça, quand on fait de la recherche, on a déjà les cadres pour le faire. Euh, Même dans le respect de la vie privée, sûr de s'assurer que les données elles soient utilisées que par Sonnet, qu'on ne les revendra jamais à des tiers, etc. À côté de ça, il y a la partie produit. Mais en fait, que le produit ne récupère pas de données, tant que toute la vie de notre entreprise, on se dit qu'on va garder des expérimentations et peut-être on va faire des dimensionnements des expérimentations plus grandes, et bah c'est toujours OK. Mais moi, je dis toujours aux gens, vous n'avez pas besoin de 1 milliard de personnes qui vous envoient des données audio pour faire votre machine learning. Et en fait, c'est à vous, en tant qu'ingé en machine learning, de dire, nous, par exemple, on a été dans notre domaine de recherche, j'avais dit dans le challenge que j'organisais, on était limité en taille de données pour représenter un cas réel. Donc on disait, OK, vous aurez accès qu'à 1500 données, par exemple. Et donc si on prouve qu'on est capable de le faire avec 1500 données, bon, bah, on sait à peu près combien de personnes il nous faut, et on va garder, par exemple, je sais pas, une centaine de personnes tout le temps en R&D. Et on va améliorer nos systèmes grâce à ça. Au pire, demain, on en aura 200. Mais à côté de ça, si on le vend à 100 millions, 1 milliard de personnes, bah, elles bénéficieront tous de... Enfin, d'ailleurs, il faudra peut-être que tout le monde applaudisse et leur envoie des petits gâteaux, parce que c'est grâce à ces personnes-là que vous y avez tous droit. Ouais, mais c'est un sujet qui est super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec les LLM et tout ce que les big tech elles sont en train de faire en récupérant des données en permanence, on oublie les notions de sondage et d'échantillonnage qui existaient auparavant, comme les tests cliniques et laboratoires, où bah, là, on a une masse de données qui représente certes une réalité, mais de base, on ne faisait pas ces méthodes-là il y a encore, je sais pas, peut-être 10 ans, pour sûr. Et tu soulèves un point qu'on pourrait avoir tendance à oublier aujourd'hui avec toutes les données disponibles.
Bah, il y a On- ça et on n'a pas parlé, mais je pense que vous avez dû en parler, vous en parlerez, c'est tout ce qui est la partie apprentissage fédéré, sur le fait qu'en plus, on peut même garder des données anonymisées sur des dispositifs, et qu'on peut s'en servir, nous, en tant qu'entreprise. Ça crée des contraintes, mais c'est des domaines de recherche qui explosent, parce qu'en fait, on pourrait utiliser des données médicales, qui sortent jamais des hôpitaux, par exemple, mais en fait, le système s'apprend sur chaque hôpital et on récupère des données un peu plus méta. Et donc, nous, ça fait partie des choses qu'on met pas de côté, où on se dit peut-être qu'à un moment, on voudra faire ce genre de choses avec une IA comme la nôtre, parce que ça s'y prêterait finalement pas si mal. Mais il faudrait qu'on ait des dispositifs hardware un peu plus, un peu plus gros, je pense, pour le moment. Bah écoute, je crois qu'on en a. Pierre, ça, c'est le 22e épisode qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je crois que Charlotte Ledoux, le premier épisode qu'on a fait, elle parlait des modèles fédérés et depuis, on n'en a jamais reparlé. Mais c'est plus de la gouvernance et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aimerait bien voir. Mais aujourd'hui, on a du mal à trouver des gens qui sont vraiment à l'aise dans le sujet. Donc, si quelqu'un veut venir en parler, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Mais merci beaucoup pour l'info. On avance tranquillement vers la fin de l'épisode. On a pour habitude de poser des questions à l'invité pour le prochain invité. Et donc, toi, tu as une question de la part de Maël Fabien qui faisait un hardware connecté aussi pour les personnes malvoyantes. Sa question, c'était quel est le métier qui a le plus de chances de tomber avec l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. Pour moi, je vois pas l'intelligence artificielle comme quelque chose qui fait tomber les choses. Euh, je suis trop biaisé par rapport à mon parcours. Avant même de finir mon école d'ingénieur, je faisais une alternance chez Atos en 2016 et j'ai proposé en tout cas de détecter la reconnaissance de texte pour attribuer des tickets. Enfin, ils avaient des tickets de bugs, il fallait les attribuer aux bonnes équipes. Et en fait, en faisant ça, ils avaient des humains qui lisaient les tickets et qui les répartissaient. Bah, je leur ai donné un pourcentage de chance que ce soit elle la bonne équipe. Bon, très vite, on se rend bien compte que du coup, on est vraiment assez fiable, mais ça remplace pas les gens, ça adapte juste leur métier. Et, et de mon point de vue, je pense que n'importe quel métier peut s'adapter. On peut se dire que bon, ça va plus ou moins vite, mais même des métiers à très bas niveau, euh, on peut tous les adapter, les améliorer. On peut améliorer les process. Euh, En fait, sans même parler d'intelligence artificielle, rien que déjà de mettre des fois des process informatiques dans certaines usines, bah, il y a des métiers qui deviennent un peu obsolètes, mais du coup, les gens, enfin, on les met pas tous à la porte, on essaie de les requalifier, de les former et de les mettre à une autre échelle, dans une autre valeur qui, enfin, les humains ont tous de la valeur et en fait, on trouvera toujours de la valeur dans l'humain. Il apprend 10 fois plus vite, 100 fois, 1000 fois plus vite qu'une intelligence artificielle. Euh, donc notre valeur, elle est là, sur l'apprentissage hyper rapide, le fait qu'on puisse faire 11 milliards de tâches, enfin, on a des membres, on a des sens, on a plein de choses. Donc je suis pas trop inquiet il y a des métiers qui vont évoluer, des métiers qui vont changer, mais de là à dire on va faire tomber des métiers, c'est pas du tout ce que je cherche à faire et je pense pas que ce soit le but des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Et alors, du coup, Un peu une réponse de Normand. quelle est ta... C'est une réponse de Normand, mais t'es pas vraiment en Normandie, tu es quand même plutôt en Bretagne-Rennes, si je ne m'abuse. Euh, Quelle est ta question, toi, au prochain ou à la prochaine invitée? Euh, Moi, la question que j'avais préparée, j'ai commencé, j'ai essayé de la formuler un peu dans tous les sens. J'arrive pas à trouver de bonne manière de le faire. Euh, Vous l'avez compris, je suis trop à vouloir parler d'impact et du coup, moi, j'aimerais vraiment savoir comment ils font, enfin, comment le prochain invité fait pour allier intelligence artificielle et respect de la vie privée. Bing, la grosse question, la grosse question. Ben écoute, très très bon épisode, super solution qui vient compléter celle qu'on avait faite du coup avec Maël et du coup Biped. Finalement. Et je tiens d'ailleurs à dire à nos auditeurs que Flint, notre société, organise une conférence qui s'appelle MedTech et IA le 18 juin à Montpellier, où donc on est toujours à la recherche de quelques speakers autour de l'application de l'IA au domaine de la MedTech et des life science.
Voilà, speaker, sponsor, 18 juin à Montpellier. N'hésitez surtout pas. Et surtout, vous êtes beaucoup et de plus en plus chaque mois à nous écouter, à nous regarder aussi sur YouTube. Donc on vous remercie. N'hésitez pas, une petite 5 étoiles, ça nous aide toujours. Partagez, dites-le autour de vous. Et puis faites connaître ces solutions Made in France, plein de technologies, mais aussi plein d'éthique. Et c'est assez intéressant dans ce monde et cette ère on ne peut plus spéciale dans laquelle nous vivons actuellement. Merci beaucoup, Nicolas. Bah, merci à vous pour l'accueil, Merci. c'est super sympa. Top. Merci beaucoup à toi, Thomas, pour ces échanges. Merci, ça a À été un bientôt. plaisir.